T'as vu, ils ont réussi à faire venir quelqu'un sur le plateau. Oui, et qui voilà notre grande star de la grande interview, Nathan Heuillet, qui reçoit Antoine Escande, un des deux créateurs de la douche du futur. Bonsoir. l'IA, c'est la douche du futur, et c'est aussi et surtout un projet 100% toulousain réalisé par Simon Bourreau et Antoine Escande, que j'ai le plaisir ce soir d'accueillir sur scène. Applaudissements, s'il vous plaît. Antoine, je te laisse saisir un des deux micros qu'il y a sur la scène, le micro LEM, qui est un pan de l'histoire du journalisme du siècle précédent. Alors on va parler un petit peu de toi, de vous, pardon Antoine, si je peux me permettre. Tac, je sors mes fiches. Vous êtes né à Toulouse, vous avez grandi à Colomiers. Très jeune, vous avez porté la chemise et le foulard des scouts et guides de France. Puis vous avez été animateur, impliqué au niveau national et maintenant responsable du groupe de Colomiers. Vous êtes également bénévole et créateur du Ripper Café, une association qui anime des ateliers de réparation d'objets auprès de citoyens, toujours à Colomiers. Ce sont ces convictions écologiques qui vous ont poussé à la sortie de votre école d'ingénieur de l'INSA de Toulouse à entreprendre pour concevoir et développer un système de douche cyclique. Le principe est simple, quand on se détend sous la douche, on active le recyclage de l'eau en circuit fermé. L'eau est pompée, filtrée, désinfectée et réchauffée, et ensuite renvoyée dans la douche. Vous annoncez ainsi une économie d'eau et d'énergie de près de 70%, sans pour autant réduire son confort. Au-delà de l'innovation technologique, n'est-ce pas là la vraie révolution de votre innovation? Si, je pense effectivement, c'est ça l'idée, c'est d'avoir une pratique qui est à la fois confortable et écologique. On a envie de montrer que ça peut être désirable d'avoir un système qui est plus écologique que ce qu'on a aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, une douche, en France, c'est en moyenne 60 ou 80 litres d'eau par douche. Donc c'est le premier poste de consommation d'eau potable dans le foyer, mais aussi le second poste de consommation d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire. Et on a voulu montrer que c'était possible d'avoir une douche écologique qui soit aussi plus confortable qu'une douche normale. Parce qu'avec notre système de recyclage en instantané et en local, on peut rester aussi longtemps qu'on veut sous la douche en consommant très peu d'eau et très peu d'énergie. Parce qu'on a gardé l'eau et on a gardé la chaleur de l'eau, surtout. Donc c'est qu'on a une pratique à la fois désirable et écologique. Vous avez amené justement sur scène, je vois le capteur îlot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est une autre innovation que vous avez justement. Quand on a commencé à entreprendre avec la douche cyclique, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas même conscience de combien d'eau on consomme sous la douche, parce que c'est un geste qui est très ancré. Depuis l'enfance, on ouvre le robinet et on a de l'eau qui coule virtuellement à l'infini. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un premier levier à activer pour consommer moins d'eau dans la douche, c'est de sensibiliser à combien d'eau on consomme. Et donc le capteur îlot, c'est un petit appareil qui se visse sous le flexible en quelques minutes et qui, grâce à l'écoulement de l'eau, va pouvoir mesurer et afficher combien d'eau on consomme. Ça rend visible, ça rend tangible ce volume d'eau et ça motive de manière pédagogique à passer moins de temps sous la douche. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement la genèse de ces innovations? On lit qu'elles sont un petit peu nées avant l'école d'ingénieur. Est-ce que peut-être les camps scouts ont influencé forcément votre choix? Ça a influencé, ça c'est sûr. Le scoutisme, il y a un rapport à la nature et à la vie simple. On va camper, on prend des douches avec des douches solaires avec quelques litres d'eau. Et cette pratique-là, c'est sûr que ça m'a sensibilisé à une protection de l'environnement. Mais ça te motive aussi à faire des projets collectifs, des projets où on s'organise ensemble pour faire des choses. Et ça m'a, à mon avis, donné le goût d'entreprendre, même si à ce moment-là, quand j'étais enfant, je ne réalisais pas que je pourrais faire quelque chose comme ça après la sortie d'école. Mais c'est sûr qu'avec Simon, quand on s'est rencontrés à l'INSA, on a eu tous les deux l'envie de pouvoir mettre nos valeurs concrètement en application dans notre métier. Et en tant qu'ingénieur, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on a eu cette démarche de réflexion de voilà, quel est le constat qu'on peut faire dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, et comment nous, nos compétences peuvent être utiles pour réinventer ces gestes-là. Oui, justement, mais vous êtes forcément parti d'un constat, d'un problème, et vous avez solutionné cela. C'est trois étapes finalement qui sont relativement à la base du métier d'ingénieur. Pourtant, on a le sentiment que les gens de l'industrie sont un petit peu décorrélés de cette réalité, de cette logique qui est relativement simple, et que les innovations les plus pertinentes émergent souvent des projets à taille humaine, portés par une conviction forte et toujours en adéquation avec une logique entrepreneuriale, ce qui est visiblement votre cas. Dans une Europe qui a connu un bond de 55% des créations de start-up l'année dernière, est-ce que le salut viendra plutôt des petits que des géants de l'industrie? À mon avis, j'espère que ça viendra des deux. C'est sûr que les petits acteurs, les start-up comme Ilia, viennent amener des éléments nouveaux, viennent ouvrir des possibilités qui n'étaient pas forcément envisagées. Mais je pense qu'il faut aussi arriver à embarquer largement les grandes entreprises, les grands acteurs qui ont des capacités
à faire largement, à avoir un impact, parce que si on a un produit qui est hyper optimisé, qui est porté dans une niche, qui touche très peu de gens, on aura du mal à avoir un impact qui va être systémique, qui va être global. Et donc c'est là où, à mon avis, le rôle des structures de la taille d'Ilia, c'est d'aller innover, d'aller inventer de nouvelles choses, mais il faut penser à la capacité qu'ont les grandes entreprises à déployer ça largement et à faire que ça devienne la norme. Et donc nous, on pense que les deux ont leur place dans l'écosystème de l'innovation, et parce qu'aussi il y a une question de moyens qui est très forte, et en tant que jeune entreprise, on a beaucoup moins de moyens. Oui, justement, mais d'ailleurs, vous en êtes bien sorti visiblement, puisque votre entreprise a 7 ans, on y reviendra tout à l'heure. Le ministère de la Transition écologique a estimé à 26% la part des ménages dans la consommation d'eau en France, très loin derrière l'industrie et l'agriculture. Ne serait-ce pas dans ces domaines qu'il faudrait plutôt innover en priorité ? Alors, c'est prioritaire d'innover dans ces domaines-là aussi. Je ne pense pas qu'il faille dire que innover sur un domaine implique de ne pas le faire sur d'autres. Nous, avec Simon, on a cette démarche de dire qu'est-ce que dans notre quotidien, notamment dans l'habitat, dans notre vie en tant que citoyen, on peut faire différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un enjeu à réinventer aussi les usages dans l'industrie. Il y a des usages qui peuvent être simplement aussi optimisés et ça va passer aussi par des contraintes externes, des réglementations, des normes qui vont pousser à faire mieux. Mais je pense qu'il faut à tout prix innover dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate avec les sécheresses, c'est qu'on a de plus en plus de conflits d'usage. C'est-à-dire que la ressource en eau étant de plus en plus limitée, on a des périodes de sécheresse, et où on a des moments où tous les usages veulent de l'eau en même temps, pour refroidir des centrales nucléaires, pour irriguer des champs pour l'alimentation humaine, ou bien pour faire un usage industriel ou du domestique. Et donc c'est là où il faut que chaque secteur prenne sa part, et c'est pour ça que nous, on a voulu prendre notre part dans le domaine de l'habitat et de la douche en particulier. Innover, c'est quand même c'est un terme qui revient souvent, mais ça veut, pour le commun des mortels, on va dire pas dire grand-chose finalement. Ça veut dire quoi innover? C'est se mettre à la page constamment, essayer de toujours penser plus loin? Je pense que innover, ça va être un mélange de plusieurs choses. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est penser que innover veut dire plus de technologie. À mon avis, on peut très bien innover de manière aussi plus sobre et innover dans l'usage ou dans la manière de faire. Parce que ça ne repose pas uniquement sur la technologie. En tant qu'ingénieur, on peut avoir un biais à ramener la technologie à tout prix, mais une approche qui nous a beaucoup motivé avec Simon, c'est l'approche low-tech, de basse technologie, d'avoir des technologies qui soient appropriables, donc durables, réparables. Et l'idée, c'est d'arriver à faire quelque chose de mieux que ce qu'on faisait avant pour réduire notre impact. On va conclure. Antoine, votre entreprise a 7 ans d'existence. Qu'avez-vous appris justement de cette aventure entrepreneuriale sur la capacité d'innover dans notre pays et surtout à son rapport à la protection de l'environnement? Alors, n'ayant entrepris qu'en France, je ne saurais pas comparer avec d'autres pays. Certains disent que c'est plus compliqué ici qu'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, on a été soutenus, ça c'est certain, on a été aidés, mais c'est dur, ça reste compliqué, et particulièrement quand on veut faire des produits physiques, du produit industriel, c'est-à-dire que ça demande des fonds à la fois de recherche et développement, mais des fonds aussi pour l'industrialisation, et c'est pas facile, parce que ça demande un niveau capitalistique plus important que faire une application ou une solution logicielle. Et on a peu cette culture-là dans l'écosystème entrepreneurial. Donc ça demande, à mon avis, à la fois une volonté politique de soutenir ces initiatives comme il y a ou comme tant d'autres dans l'écosystème, mais aussi des réglementations qui vont inciter à faire mieux, mais aussi une demande de la part des consommateurs et consommatrices qui vont acheter des produits qui viennent de France, qui sont durables, qui sont réfléchis dans cette veine-là. Et c'est pas facile, donc si vous voulez soutenir les projets comme il y a, n'hésitez pas à le faire. C'est précieux d'avoir un soutien large, à la fois en connaissance, mais aussi en achetant simplement nos produits. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup Antoine. Merci. Merci à tous.